Bonsoir, je suis ravie de vous accueillir pour cette 4e émission de Brief Science qui est consacrée au biais cognitif. Donc, je suis Morgane Guillet, journaliste scientifique et cofondatrice de Brief Science. Je serai votre animatrice pour ce soir et comme d'habitude, je suis accompagnée de mon acolyte Timen Amchish, également journaliste scientifique et cofondatrice de Brief Science. Bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Moi ce soir j'ai le rôle de modératrice et c'est moi qui ferai remonter toutes vos questions à notre invité. Aujourd'hui, on est très contente de recevoir Vlad Tapas, qui est co-créateur de la chaîne YouTube de vulgarisation La Tronche en biais, avec Thomas Durand, aka Mandax, qui ne pouvait pas être là ce soir. En 2014, elle indique de biais cognitifs, d'esprit critique, et le but étant aussi de débunker les pseudosciences et théories du complot. Alors Vlad est également musicien et musicologue et a co-créé l'ASTEC, l'Association pour la science et la transmission de l'esprit critique. Donc, bonjour Vlad, merci d'être venu. Bonsoir et merci de m'avoir invité, je suis très content d'être là. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler à ceux qui nous découvrent que Brief Science est un nouveau média de vulgarisation scientifique, indépendant et sans publicité, qu'on a créé avec l'équipe du média BriefMe. Donc le principe, je vous le rappelle, c'est que tous les lundis soirs, vous recevez par email ou sur notre application un récap des principales actualités de la semaine. Ça se lit en 10 minutes, c'est très accessible, même pour les plus novices, et on se veut le plus fiable possible avec un comité scientifique qui relie notre dossier principal. La dernière édition, elle portait sur les particules élémentaires qui constituent toute la matière de notre univers, les quarks, les leptons, les bosons. Et la prochaine, qui va sortir lundi prochain donc, elle portera sur le microbiote intestinal. Le déroulé de cette émission, ça va être de parler de biais cognitifs. On va d'abord définir ce que c'est qu'un biais, apprendre à les reconnaître, au moins les principaux, parce qu'on ne va pas tous les faire, il y en a beaucoup. Et puis comment éviter de tomber dans ces biais. Alors, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et on les fera remonter à Vlad, notre invité. Du coup, je commence tout de suite par une petite question. Vlad, est-ce que tu peux nous donner la définition d'un biais cognitif ? Alors, la définition, sûrement pas, mais je peux donner une définition. Un biais cognitif, j'aime bien en général parler d'imperfection de l'entendement. En gros, c'est des analyses extrêmement immédiates qui sont faites sans passer par la barrière de la réflexion, d'informations qu'on reçoit ou de stimulus qui nous parviennent, en gros. Voilà, la première idée, en gros, c'est le biais. D'accord, donc c'est un processus inconscient, rapide, une idée préconçue sur un sujet. On peut dire que c'est un raisonnement faux, du coup, aussi. Tout dépend de la définition qu'on donne à raisonnement faux. Est-ce que raisonnement faux, ça veut dire que la conclusion est fausse, parce que c'est pas toujours le cas, ou est-ce que ça veut dire que la manière de parvenir à la conclusion n'est pas la bonne? J'aurais du mal à répondre à cette question de manière vraiment frontale. Pour que ce soit plus concret pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous donner quelques petits exemples? Quelques exemples de biais cognitifs? Oui. De notre vie quotidienne. Ceux qui t'impressionnent le plus. Ceux qui m'épatent le plus? Ouais. Écoutez, je parlais tout à l'heure de l'erreur fondamentale d'attribution. Cette capacité qu'on a à se dire, si j'ai réussi, c'est grâce à moi. Si j'ai échoué, c'est à cause des autres. Petit appel à l'humilité, souvent, il y a beaucoup des deux, et l'impact de notre environnement sur nos propres réussites, nos échecs, nos défaillances, il est colossal. D'accord. Un biais, de toute façon, c'est toujours quelque chose qui existe par rapport à soi-même. Donc, s'interroger sur la manière dont les biais agissent dans la sphère sociale aussi, c'est intéressant. Il y a combien de biais qui sont répertoriés à peu près? Je n'en ai aucune idée, parce que je passe mon temps à en voir de nouveaux qui sont créés dont je n'avais jamais entendu parler. Alors moi, selon les petites recherches que j'avais faites, il y en a aujourd'hui à peu près 200 qui sont classifiés. Bon, il y a carrément un codex des biais cognitifs qui existe sur Internet et ils sont rangés en 4 catégories, qu'on verra peut-être tout à l'heure. Tiens, vous voulez un autre biais, cette tendance qu'on a à aimer mettre les choses dans des petites cases bien rangées, alors que dans la vie, souvent, tout n'est que bord flou. Mais ça fait tellement de bien. C'est rassurant de se dire que les choses sont bien compartimentées. Je pense que là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du biais. C'est rassurant, alors que c'est totalement artificiel. Les trois quarts des... Allez, je donne un chiffre, voilà, tu vois, je mets des cases. Mais la plupart des choses avec lesquelles nous raisonnons sont faites par cases. On raisonne souvent par cases. Et surtout, on peut rappeler que les biais cognitifs, ça touche vraiment tout le monde, quoi. Pas juste...
C'est pas juste quelques personnes. Ouais, personne n'est immunisé, c'est en relation tellement intime avec la manière dont fonctionne notre cerveau et que la manière dont notre cerveau traite les informations aussi. Mhm. Je veux dire, on est un petit peu dans le biais, mais typiquement, là, je suis dans mon appartement, la porte est fermée à clé, je suis en centre-ville, a priori, il n'y a pas de danger, tout va bien. Si j'entends un gros bruit, je vais sursauter. Même s'il est long, même si le danger, il n'est pas pour moi immédiatement, même si je ne risque rien, je vais sursauter. Ça, c'est juste mon cerveau qui me dit « Ah, attention, danger !» Parce que l'air de rien, on n'a pas évolué en centre-ville. On a évolué pendant très longtemps dans des contextes dans lesquels gros bruit égale potentiel danger. Et gros bruit égale potentiel danger, il peut se passer deux choses, vous savez, c'est tout ce qui est faux positif, faux négatif. Il y a un bruit, mais il n'y a pas de danger. Je me barre, je survis, je reste, je survis, chance, il n'y avait pas de danger. Il y a un bruit, il y avait un danger, je me barre, je survis, je reste, je survis pas. A priori, il y a de fortes chances que toute l'évolution depuis mes premiers ancêtres, parce que quand même, il y a un truc dont il faut se rendre compte, c'est vertigineux, mais 100% de nos ancêtres, à nous, là, ils ont scoré. 100% de nos ancêtres, ils sont rentrés avec quelqu'un en soirée. C'est beau de se le dire quand même. Mais pour ça, il faut survivre suffisamment longtemps pour pouvoir transmettre ces gènes, et résultat, on transmet des gènes qui sont un petit peu pétés. Du coup, ce que tu es en train de nous dire, c'est que les biais cognitifs nous aident à notre propre survie, quoi. Alors, actuellement, pas forcément, mais en tout cas, ils ont aidé nos ancêtres à survivre potentiellement. D'accord. En tout cas, il y a des chances qu'ils aient, à minima, pas empêché nos ancêtres de survivre suffisamment longtemps pour réussir à se reproduire et transmettre leur descendance. Imen, est-ce qu'on a déjà des questions de nos auditeurs ? Oui, on a une première question de Nadine Stevens qui nous dit en fait c'est une première réaction inconsciente, point d'interrogation, en parlant des biais j'imagine, avant que la réaction arrive au conscient, enfin à la conscience. Déjà, définir la conscience en science, c'est quelque chose qui est tellement complexe. Mais en tout cas, première réaction, je pense qu'on peut le simplifier très grossièrement comme ça. Les experts du domaine me diraient oui, mais non, c'est plus complexe. Oui, oui, c'est plus complexe, mais on n'écrit pas dans Nature, là, on est en train d'essayer de parler de vulgarisation. Et du coup, j'ai une autre question de MB Michel qui nous demande quel rapport avec les biais cognitifs le fait d'organiser le monde avec des cases. Peut-être qu'il aimerait avoir un nom du biais cognitif. Alors, nom du biais cognitif, je ne peux pas trop en donner un, mais beaucoup de biais fonctionnent comme ça. Le fait d'établir des cases pour organiser les choses et pour essayer de prendre des décisions de manière immédiate. Par exemple, typiquement, case dangereux, pas dangereux. Vivant, non vivant, alors qu'en fait, on ne sait pas très bien établir la limite en science entre vivant et ce qui n'est pas vivant. Exactement. Ça peut nous pousser à avoir des stéréotypes, quoi, ce genre de raisonnement aussi. Vouloir mettre les gens dans des cases. Ouais, les biais, c'est beaucoup de raisonnement stéréotypique aussi. Et il y a certains biais, on parle de biais cognitifs, mais un biais n'est pas forcément inné. On peut aussi développer des biais sociaux. Et ça, c'est redoutable. Je veux dire, voilà, on vit dans un monde qui est excessivement sexiste. On n'a par exemple pas beaucoup de femmes, pas beaucoup de minorités qui ont accès à des postes de haute responsabilité dans les sciences. Et même si on est un petit peu déconstruit, même si on essaye de se renseigner, il y a toujours quelque part dans notre tête cette base de merde que la société nous a inculquée, et il faut reconstruire par-dessus. On se déconstruit jamais complètement, on reconstruit par-dessus des bases un petit peu pourries. Et ça, c'est aussi un biais, parce que c'est justement cette première impression qu'on a de ah bah tiens, je reçois cette information, c'est bizarre, parce que mais non, c'est pas bizarre en fait, arrête. Du coup, on avait juste un autre commentaire de MB Michel qui a voulu répondre encore en disant que notre représentation du monde est une construction. Les biais sont souvent des moyens d'économiser l'énergie. Construction, oui, pas forcément dans le sens social, parce que là j'étais sur le social, mais il y a quand même aussi certaines fondations qui sont beaucoup plus de l'ordre de l'inné, dans les biais cognitifs. Mais oui, c'est un moyen d'économiser de l'énergie, et aussi un moyen, comme je disais, d'avoir une réaction qui est immédiate et qui encore une fois, permet de survivre. Alors, on peut peut-être donner d'autres exemples de biais, par exemple le biais de corrélation abusive. Alors ouais, le biais de corrélation abusive. Tu avais des exemples à montrer qu'on pourrait commenter? Ouais, j'ai des exemples.
On peut vous montrer ça. Hop. Alors ici, par exemple, on a une courbe avec la consommation annuelle de chocolat en kilos par personne. Sur l'axe des abscisses et ordonnées, on a le nombre de prix Nobel pour 10 millions d'habitants. Et on voit que plus la consommation de chocolat est forte, plus le nombre de prix Nobel augmente par pays. Ça m'étonne pas. Bon, le chocolat, c'est normal. Moi, j'y Le crois. chocolat, trop intelligent apparemment. Ça tombe sous le sens. Donc c'est une corrélation à ne pas confondre avec une causalité. Donc c'est un biais typique qu'on fait souvent. Tout à fait. Et on a d'autres petits exemples rigolos comme ça. Alors celui-là est en anglais. Le nombre de personnes, alors je ne savais même pas que ça existait, qui meurent étranglées dans leur drap, en corrélé à la consommation de fromage. Et on voit que les courbes sont vraiment très très proches les unes des autres. Alors c'est génial ce genre de truc, et c'est juste le fait, et ça en politique c'est énormément utilisé, c'est ce qu'on appelle en anglais des spurious correlations. Et vous pouvez d'ailleurs chercher ça sur Google, il y a un site qui en répertorie plein, c'est extrêmement drôle. Et le pastafarisme, pour ceux qui connaissent, de base, ça vient d'une corrélation abusive qui dit le réchauffement climatique a commencé alors qu'il y avait de moins en moins de pirates. Et c'est pour ça que l'un des symboles du pastafarisme, justement, c'est le déguisement de pirate. Tu peux nous expliquer en 2 mots ce que c'est le pastafarisme ? Ouais. Le pastafarisme, c'est un pastiche de religion qui a été créé aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, en gros, tout le monde peut y aller de sa petite création de religion, notamment pour avoir des exonérations sur le plan financier. Et il y a quelqu'un qui s'est amusé à créer l'église du pastafarisme qui vénère le monstre de spaghetti volant. C'est pas plus incohérent que d'autres religions, qui s'habille en pirate et qui donc se présente officiellement comme une religion, sauf que dans les faits, tout le monde sait que c'est une parodie. D'accord, et ça vient d'une corrélation abusive. Ouais, le fait que le réchauffement climatique a commencé alors que que le nombre de pirates déclinait. Corrélation abusive. Parce que comme tu as dit, corrélation n'est pas causalité. Alors, certes, il faut vraiment relativiser sur cette citation qui fait beaucoup de mal, notamment aux sciences sociales. Une multiplication de corrélations peut se rapprocher de plus en plus au fur et à mesure qu'on approche d'une causalité. Parce qu'au bout d'un moment, oui, certes, c'est pas parce qu'on n'a jamais trouvé de signe noir qu'il n'en existe pas, n'empêche qu'au bout d'un moment, quand on en a vraiment quasiment jamais vu, peut-être que c'est... Bon, là c'est un peu abusif comme rapprochement, mais c'est pour donner un exemple un peu célèbre. Mais oui, corrélation n'est pas causalité, et c'est pas parce qu'on a plusieurs courbes qui vont dans la même direction que forcément A signifie forcément B. Est-ce que tu peux juste nous rappeler quand même la différence entre causalité et corrélation, parce que c'est peut-être pas évident pour tous ceux qui nous suivent. Alors, causalité, c'est A, donc B. Corrélation, c'est A et B. D'accord. Et en sciences, pour qu'une étude soit valide, enfin pour qu'un résultat soit valide, il faut qu'il y ait une causalité, c'est bien ça, et pas de corrélation. Alors, ça va dépendre dans quel domaine des sciences on se trouve, parce qu'il y a certains domaines des sciences dans lesquels, par exemple, c'est déontologiquement pas possible de mettre en place des causalités. Dans énormément de sciences sociales, dans beaucoup de sciences humaines. Donc, il y a des fois où on va chercher à multiplier les corrélations en variant le plus possible les paramètres pour être bien certain qu'on ait suffisamment de corrélations pour se dire à la fin, bon, il y a de fortes chances que si on a toutes ces corrélations, c'est qu'il y a une raison. Et puis même, de toute façon, on n'a jamais un contrôle absolu sur toutes les variables quand on fait une expérience. Donc même là, causalité, il y a des fois où on a attribué des causalités dans l'histoire des sciences alors que c'est juste qu'il y a un paramètre qu'on n'avait pas pris en compte et ah bah oui du coup. Donc on essaye le plus possible en science de se rapprocher de la causalité, mais la connaissance de toute façon c'est un horizon magnifique et inaccessible. Connaissance absolue. Je montre le petit dernier. Ouais. Alors celui-là, il n'y a pas de 2 coups qui se rejoignent. C'était pour illustrer le fait que quand on tombe malade, généralement, on attend un peu que ça passe. Puis finalement, quand on se rend compte que ça passe pas, on commence à prendre un médicament. Et à ce moment-là, agit notre système immunitaire. Et des fois, on attribue notre guérison aux médicaments qu'on a pris, alors que c'est juste notre système immunitaire qui nous a guéris naturellement. Et c'est comme ça qu'on peut attribuer des guérisons à des médicaments frauduleux, quoi. C'est ça. Et
pour le donner dans une logique un petit peu plus de courbe, pour rester proche des exemples qu'on a donnés avant, ce serait en gros bisou magique et guérison, donc bisou magique égale guérison. Bah non, Voilà, en fait, guérison parce que bisou magique a été donné au moment où tu allais le plus mal, et c'est à ce moment-là où ton système immunitaire il dit bon, on va se retrousser les manches, et où il y a naturellement un déclin de la courbe. Alors, je crois qu'on a d'autres questions. Mylène, je te laisse poursuivre. Oui, on a une question de Johanna Grimhold qui nous demande « N'est-il pas compliqué parfois pour un ou une vulgarisateur scientifique de ne pas être victime d'un biais d'illusion de savoir ?» Ah, alors ce qu'on appelle aussi la malédiction du savoir, et ben en fait, par définition, on peut pas. On est toujours très très mauvais pour estimer notre propre connaissance d'un domaine, et si c'est notre domaine de prédilection, à plus forte raison. Il y a un truc qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger justement là-dessus. Je vais mettre le petit graphique. Ah bah si tu l'as, c'est top. Moi, je l'ai. L'effet Dunning-Kruger qui justement est cette tendance qu'on a à commencer à connaître un domaine, et au bout d'un moment, on le connaît suffisamment pour se dire bon bah c'est bon, je suis un peu calé. Mais on en ignore encore trop pour pas se rendre compte de tout ce qu'il nous reste à savoir, et résultat, on surestime nos connaissances. Et bon, de base, l'effet Dunning-Kruger, on a tendance à le représenter comme une courbe qui monte. On arrive justement à ce moment de la malédiction du savoir, et après, on recommence à prendre conscience de la quantité immense de notre ignorance. Mais en fait, c'est plutôt par palier, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un seul. Et il y a énormément de savants qui prennent un melon incroyable et qui ne réalisent pas l'incroyable quantité de leur méconnaissance. Et du coup, il faut toujours être très très attentif à ça. Et c'est aussi pour ça que la science, c'est un effort qui ne peut exister qu'en étant un effort collectif. Parce que, on est, comme je disais, un biais, c'est quelque chose d'aussi souvent qui est très personnel. Et on est très très doué, par contre, pour lutter contre les biais des autres. Ça, c'est un truc qui est rigolo. Et en essayant de lutter contre les biais des autres, on peut peut-être réussir un petit peu à atténuer ça. Mais pour ça, il faut avoir l'humilité d'accepter de changer la vie, l'humilité d'accepter de faire un travail collectif. Et la science, le travail collectif de la science, c'est aussi le plus possible une tentative de dissolution des biais. Dissolution qui ne sera jamais totale, mais au moins dissoudre un petit peu le bordel. Alors la courbe, ah bah c'est bon, on l'a. Montagne de la stupidité, j'aime bien. Je l'ai jamais vu mentionné comme ça, mais j'aime beaucoup. Oui. Oui, donc moins on s'y connaît sur un sujet, enfin on a l'impression de s'y connaître beaucoup à partir du moment où on a quelques notions sur un sujet, et puis finalement en continuant d'explorer ce sujet et d'apprendre des choses, on se rend compte qu'il nous manque encore plein de connaissances. Mais je comprends pas du coup, parce que quand on est tout en haut de la montagne de la stupidité, on a quand même certaines... Ah non, c'est par rapport à la confiance, pardon. C'est la confiance qu'on a en nos propres capacités. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. On se surestime en fait, à partir du moment où on a un peu de connaissances sur un sujet. Complètement. Et effectivement, du coup, pour répondre à... je crois que c'était toi, Johanna Hold. Voilà, pour te répondre, est-ce que c'est pas compliqué pour un vulgarisateur ou une vulgarisatrice de ne pas être victime d'un biais d'illusion du savoir ? Oui, beaucoup. Et en plus, quand on est vulgarisateur, on n'est pas toujours au contact des scientifiques. C'est que nous, dans la STEC, on a une chance incroyable parce qu'on est vraiment beaucoup au contact des savants qui nous corrigent, on leur envoie nos scripts, ils nous corrigent. On essaye vraiment d'être au plus proche d'eux parce que ce serait facile, en fait, sinon de rester perché sur la montagne de la stupidité et de ne jamais voir ce qu'il y a au-delà des nuages. Donc, un gros message d'humilité, encore une fois. Permanent. Il faut vraiment... La science, la recherche de connaissances, si on commence à rentrer dans quelque chose de vaniteux, de solipsiste, ça ne peut pas marcher. La science, ça doit être humble. Et puis de toute façon, la science, c'est aussi le fait de savoir que la vérité absolue, on ne l'atteindra jamais, et tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de s'en rapprocher. Donc, on est forcé d'être humble. Ah, sinon, j'avais juste une question sur la courbe de Guy Gros 1 qui nous dit « Le plateau de la consolidation ne devrait-il pas continuer sous forme logarithmique ?» Question très précise. Alors peut-être que je ne suis pas du tout qualifié pour parler de logarithme, mais je suis assez d'accord, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'en fait ces paliers se répètent. Donc parler d'un plateau comme ça, qui donne en fait un petit peu l'illusion qu'on est arrivé. On n'est jamais arrivé en science, jamais. Donc je ne suis pas trop d'accord avec cette formulation effectivement du plateau de la consolidation. Encore que consolidation ne signifie pas solidité. Donc parler d'une consolidation permanente, ouais, pourquoi pas. Et qui dit après, je fais genre, je connais le mot. Bon,
Sinon, j'ai une question de Cosinus44 qui aimerait avoir un petit peu d'espoir, je crois, qui nous demande la connaissance de ses propres biais cognitifs est-elle le meilleur moyen pour les surmonter? Ou le meilleur moyen pour avoir l'impression qu'on n'y est plus sujet. Ouais, aussi. Il n'y a pas de bonne réponse et tous les tempéraments ne se valent pas. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et je pense que le plus important, comme je le disais plus tôt, c'est de rester humble, d'accepter qu'on a des biais cognitifs qui nous touchent personnellement. Et les biais cognitifs, c'est notre cerveau qui pense avant qu'on en ait conscience. Donc, ça nous fait une belle jambe de repenser après. C'est pas toujours facile. Donc, je pense vraiment écouter les autres et essayer aussi. On peut jamais lutter contre nos biais cognitifs, mais on peut peut-être essayer de penser le plus vite possible pour essayer en fait, d'aller un peu à contre-courant, quoi. Après, encore une fois, on est un peu alarmiste sur les biais cognitifs. Ils sont pas tous forcément. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut juste dire que ça va à toute vitesse et que ça pense avant nous. Il y a certains biais, il y a certains trucs cognitifs, oui, c'est pas si mal. J'essaie de réfléchir à des biais cognitifs qui seraient bien. Peut-être que ça va venir après. Peut-être, mais je sais pas. Il y a un truc. On sait que c'est dangereux. Notre cerveau nous dit attention, c'est dangereux. Ne glisse pas tes mains dans le grille-pain. Et bon, j'ai pas besoin de réfléchir. Non, j'aime pas. C'est pas mal. Donc c'est surtout si on est en danger, quoi. Si on est en forêt, on entend un bruit un peu dangereux, suspicieux, on va réagir vite. Il y a le danger, il y a aussi le côté social, parce que comme ça a été dit tout à l'heure, un biais cognitif, c'est aussi un raccourci. Voilà, le fait de voir une personne avenante, souriante, déjà notre cerveau reçoit un message. Avant même qu'on ait réfléchi, ah, sympa. Ça, c'est très utile en marketing d'ailleurs. En marketing, on a rarement des gens qui vont. Hein, tu la veux ta merde, tiens, vas-y, prends-la. Ouais, c'est 15 balles, ouais. Pour ailleurs, en fait. Non, enfin, toute blague mise à part. Ouais, c'est un raccourci. C'est pas forcément négatif, mais il faut faire attention, quoi. Et il faut savoir aussi pourquoi on pense ce qu'on pense. On aime bien cette formulation-là dans la tronche. Moi, j'avais vu un parallèle qui était fait avec les illusions d'optique, qu'on ne peut pas lutter contre les illusions d'optique. Oui. Alexandre, tu peux les mettre si tu veux. Donc là, en fait, on aura toujours l'impression que là, celui du haut est plus long que celui du bas, alors qu'en fait, ils ont exactement la même longueur, et on peut décalquer, on peut reporter avec une règle, on verra que c'est la même longueur. Notre cerveau verra toujours la même chose, et c'est ce qui se passe aussi avec les biais cognitifs, finalement. Ouais. Je viens de le faire avec mes doigts, je confirme, c'est à la même longueur. Pareil, là, les barres sont parallèles. Et j'en ai un autre comme ça. C'est perturbant, je trouve. Ah non, mais il y en a qui me trigger de ouf. Hein. La surface de la table sont les mêmes. Et donc là, on a des illusions d'optique. Un petit peu plus tard, on aura aussi des apophénies. T'en as Voilà. Et les apophénies, c'est la même chose. Apophénie, c'est des illusions en général. C'est-à-dire souvent, on donne l'exemple des pareils de lit, donc le fait de voir des visages un petit peu partout. Mais une apophénie, ça peut être, j'aime bien l'exemple des Miss Heards, c'est quand on entend une chanson dans une langue étrangère qu'on ne comprend pas, mais qu'on entend une suite de phonèmes qui peut ressembler à une phrase, un mot de notre propre langue ou d'une langue qu'on est capable de comprendre, et on a beau savoir que c'est pas ce qui est dit, c'est là, et on peut pas penser contre. Ah bon du coup voilà. Ben, voilà un exemple, le fait de voir un visage à la surface de Mars, de voir même le visage de Jésus. En fait, c'est juste une colline, mais notre cerveau nous fait voir un visage. Et c'est logique aussi, ça, si on s'intéresse un petit peu à la psychologie évolutionnaire, ce biais-là, ça vient aussi du fait qu'on est une espèce sociale, on est une espèce éminemment sociale, et il faut qu'on soit capable de reconnaître des signaux chez les personnes avec lesquelles on interagit. Et on est capable de reconnaître des émotions qui sont très très complexes. D'ailleurs, attention, parce que les émotions, il y a aussi une grande partie de tout ce qui concerne les émotions qui sont construites. Les émotions, c'est très artificiel. C'est-à-dire ? Alors, j'invite les gens à regarder. On a fait un live dans lequel, justement, on recevait quelqu'un qui étudie ça énormément. C'était le live de Noël de Noël dernier. Et là, je vais, comme ce n'est pas un sujet que j'ai encore énormément moi-même étudié, que je n'ai pas envie de vous donner d'approximation trop grave, je vais plutôt faire preuve d'humilité, vous dire, allez voir ce type remarquable qui en parle. Sinon, on a un exemple
d'hallucination auditive, Mostra de Venise, qui nous dit « Mon Opinel a du mal coupé » de Oui. Sting. Je pense qu'on peut écouter... Enfin, pour ceux qui nous regardent, vous pouvez regarder sur YouTube. Écrire « Mon Opinel a du mal coupé ». Vous tapez misheard, donc en anglais mal entendu entre guillemets, vous tomberez sur des trucs fantastiques et rarement PG-13. Ouais, c'est assez sympa. C'est extrêmement Il y a une drôle. dernière pour la suite. Là, on se demande peut-être ce que c'est sur l'image, mais donc c'est la tête de Trump dans l'oreille d'un chien. Voilà, ça nous a fait rire. Ah non, mais c'est génial. On se permet de le mettre ici. Alors. On précise qu'il n'y a pas de Photoshop. Hein. C'est une vraie image. Ouais. Oui. C'est vraiment très moche. Pas qu'on sache en tout cas. Il y a d'autres questions, non pour l'instant, un biais cognitif dont on entend beaucoup parler, c'est le biais de confirmation. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Ou je te pose une colle. Alors, le biais de confirmation. C'est ce que je vais faire comme je fais souvent. Le biais de confirmation est la tendance instinctive de l'esprit humain à rechercher en priorité les informations qui confirment sa manière de penser et à négliger tout ce qui pourrait le remettre en cause. Ça, c'est la définition que nous donne Internet. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire que justement, et là, on est sur un biais qui est extrêmement puissant parce qu'on a une idée préconçue. Il y a très, très peu de domaines dans la vie qu'on aborde parfaitement vierge. Il y a des sujets sur lesquels on a d'ores et déjà des préférences. Je vais prendre l'exemple de l'homéopathie parce que je pense qu'il devient petit à petit, enfin j'aimerais, mais je sais que c'est pas le cas, mais un petit peu inoffensif. J'ai des a priori sur l'homéopathie. Bon alors, j'ai des raisons d'avoir des a priori sur l'homéopathie. N'empêche que du coup, si on me propose des études qui vont pour dire que l'homéopathie ça marche pas, je vais plus facilement me dire ah bah oui ça c'est des bonnes études. Et si on me file des études qui disent que l'homéopathie ça marche, ou bien alors je vais avoir tendance à me dire ouais mais bon c'est une étude de merde, ou alors je vais même pas le lire. Et on va prendre un exemple un petit peu plus actuel. Tous autant qu'on est, même si on essaye de se dire ouais mais c'est bon là dans ces élections j'ai envie d'être un peu neutre, n'empêche qu'on a tous nos médias favoris. Je vais très peu lire Le Figaro. Je ne vais pas avoir tendance à me diriger vers des sources d'informations qui vont pas avoir tendance à me redire ceux avec lesquels je suis déjà d'accord en fait. Mais du coup, c'est un biais qu'on a tous et il est redoutable, c'est l'un des pires biais qu'on ait. Mais c'est affreux parce qu'en vrai, c'est comme ça que fonctionne YouTube, avec les suggestions. C'est complètement comme ça que fonctionne YouTube. Donc on est aspiré dans un vortex où on va tout le temps revoir les mêmes infos. Et il y a énormément de personnes qui parlent de bulles de filtre. Ou pareil, les personnes qu'on va fréquenter de manière générale, elles n'ont pas des idées, des idéologies qui sont aux antipodes des nôtres. On a quand même des socles communs, globalement on s'entend, on évite de trop parler de ce qui nous énerve, sauf si on a un tempérament à bien aimer la ch'tos, oui ça peut arriver. La baston, pardon, excusez-moi, je parle lorrain. Donc ça, voilà, ça c'est le biais de confirmation, c'est cette tendance qu'on va avoir à favoriser des sources d'information ou des bulles de filtre ou absolument tout, qui vont déjà dans le sens de ce qu'on pense. Et d'ailleurs, pas du tout à changer d'avis, et si on se trompe, c'est dommage. En plus, c'est vrai que là, avec les élections, c'est important d'avoir ça en tête. Et il y a Mostra de Venise qui nous dit est-ce que le biais de confirmation n'est pas le maître de tous les biais ? Le maître. Il y en a qui ont tendance à penser que c'est l'erreur fondamentale d'attribution, qui d'ailleurs porte ce nom pour cette raison-là. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, cette tendance qu'on a à considérer que nous sommes les propres artisans de nos réussites et que ce sont les épreuves qu'on reçoit de l'extérieur ou nos ennemis ou tout ça qui sont les artisans de nos défaites. En gros, pile je gagne, face tu perds. L'humain est assez prétentieux au final. Hein, quand on est naturellement prétentieux. C'est triste. C'est compliqué, c'est très compliqué. En parlant des élections présidentielles, on a un autre biais dont on peut parler, c'est l'effet de halo. Très très belle transition. Bravo. Je te laisse enchaîner du coup. Ou alors je donne un petit exemple. Je donne un petit exemple pour commencer. J'aime bien partir de l'exemple, mais l'effet de halo, en gros, je trouve que déjà dans le titre, ça marche bien. C'est qu'il y a certains types de caractères qui vont nous évoquer, qui vont nous évoquer des choses. La blouse blanche égale savant. Voilà. Costard cravate égale sérieux.
Haute Donc, stature on a égale président des États-Unis. c'est assez marrant, on a la taille de tous les présidents américains. Et en fait, on se rend compte que la moyenne de la taille des présidents, ça a été de 1,83 m, alors que la moyenne générale dans la population américaine est d'1,75 m. Ah, il n'y Donc, en a pas un seul qui est plus petit que moi. Comment? Il n'y en a pas un seul qui est plus petit que moi, là. Hein. Alors là, le plus petit, ouais, c'est 1,77 m. Ouais. Bah, te présente pas aux élections américaines, hein. C'est mort. Eh ben, c'était pas mon intention. Donc apparemment, les gens votent plutôt pour des grandes personnes parce que sont plus imposantes, on peut imaginer. Mais c'est marrant parce qu'en C'est France, cool, il n'y a pas ça du tout, non? Enfin, je veux dire, ils sont petits, nos présidents, j'ai l'impression. Alors, ils sont petits, mais on a quand même Sarkozy qui essaie de se grandir. Oui. Parce qu'il est bien Après, si conscient de tu ça. prends sur l'histoire des présidents français, je sais pas, parce que maintenant on a la vidéo qui les fait paraître plus grands, je pense. Non, que mais ce qu'ils je me font réellement. demandais, ouais, mais je me demandais si aux États-Unis, c'était pas aussi parce qu'il y avait tu sais, toute l'image de Après, l'Américain qu'on voit dans les films, grand, on- baraque, tout ça, qu'on n'a pas mais, mais, forcément en France. mais en France, il y a d'autres choses. En France, il faut avoir cette espèce d'allure un petit peu stoïque. Par exemple, aux États-Unis, j'ai pas l'impression que ça dérange beaucoup un président un peu énervé, qui hausse le ton, qui est passionné. Mm. En France, il y a certains candidats que je ne vais pas nommer parce que je ne suis pas là pour ça, mais il y a des candidats qui se sont fait complètement anéantir juste parce qu'ils ont eu des mots plus hauts que d'autres, tout en ayant des programmes tout à fait cohérents par ailleurs, quoi. Et juste on ne les écoute pas parce que ouais, mais quand même, il a l'air sacrément en colère. Hein. Mais en quoi ça va faire une bonne politique? Ah, Moi, je sais qu'en disant ça, j'ai tout dit. Hein. Aussi, ouais, il y a le côté culture, peut-être, j'ai l'impression que Je les Français pense. sont plus attachés au côté intellectuel que physique, vraiment. Mais... Intellectuel, calme, Ouais. qui en possession de ses moyens, qui se Mhm. contrôle. Oui, voilà, Ouais. le saumon masqué. Un jour, il s'est énervé. Et bah, moi aussi, j'ai déjà balancé ma manette de jeu au travers de mon salon quand je jouais à Dark Souls, hein, c'est bon. Mais et ça, L'autre peut aller plus loin aussi parce que on attribue aussi carrément des qualités à des personnes qui ont un beau physique, par exemple. La gentillesse, l'innocence. Mmh. C'est ça, on attribue des qualités à des personnes qui ont un beau physique. Je veux dire, actuellement, là dernièrement, l'un des grands trucs de Marine Le Pen, c'était de rappeler partout qu'elle aimait les chats et qu'elle adorait ses chats. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais. Ça Mais fait longtemps, même en 2017 hein, aussi. Meuf, je m'en fous. Déjà, parle un petit peu du végétarisme dans les écoles et on verra que t'aimes les animaux. Meuf. Excusez-moi, c'est hors sujet, mais ça m'énerve. J'aime les chats. Oh là là, bah, il faut voter pour elle, elle est gentille. Juste par rapport à l'effet de Halo, alors ça c'est un truc. Je l'ai jamais dit, je l'ai jamais dit vraiment frontalement, mais c'est quelque chose qui je pense se voit chez moi. C'est un petit peu politique, mais je sais que j'ai un look qui est un petit peu extrême pour un vulgarisateur. Qu'est-ce que le fait que je sois percé et que j'ai des tatouages, ça fait de moi quelqu'un de moins pertinent pour parler de science ou de vulgarisation scientifique? Pourquoi faudrait-il que je me tape une blouse blanche fatiguée qui gratte? Pourquoi faudrait-il que j'ai l'air chiant en fait? Pourquoi un bon scientifique il a l'air chiant? Arrêtez! T'as déjà eu des remarques par rapport à ton look? Des gens oui. qui te prenaient pas au sérieux à cause de ça? Évidemment. En permanence. C'est un commentaire qui revient énormément. Bon, Parce que oui, ne fiez pas aux apparences. Voilà, faut pas se fier aux apparences. Mais t'as des lunettes, ça compense. C'est vrai, j'ai des lunettes. Parce que j'ai trop joué aux jeux vidéo, mais ça, il faut pas le dire. C'est parce que lire des partitions très petites, ça nique les yeux aussi. Alors attendez, là j'ai une autre question. On s'égare. J'ai une question. Est-ce que l'optimisme de Colline Marguin, est-ce que l'optimisme et le pessimisme sont-ils des biais cognitifs? Ou alors est-ce qu'il y a un lien avec les biais entre optimisme, pessimisme? Déjà, tout à l'heure, on parlait du biais d'optimisme. Oui, c'est vrai, entre nous, on en a parlé. Le problème de l'optimisme et du pessimisme aussi, c'est que j'ai l'impression que c'est tellement propre à chacun. Mais après, même si ce sont des biais qui sont très personnels, même s'il y en a qui vont avoir des tempéraments pessimistes, des tempéraments optimistes, oui, on va effectivement avoir tendance à avoir une lecture du monde qui a rapport avec ça. Donc, est-ce que ce sont des biais cognitifs? Oui, peut-être plus construits par nos expériences personnelles et moins, du coup, quelque chose d'inné. Encore une fois, l'inné l'acquis, il y a un moment, il faudra en faire le deuil. Mais c'est pas une mauvaise question et j'aurais tendance à dire que oui, je crois. Mais c'est vrai que sur l'optimisme, on peut dire que
on a tendance à penser que ça arrivera aux autres, mais pas à nous. Ce qui est accident de voiture, maladie, tout ça. VIH, donc peut-être on ne va pas se protéger, on se dit ça ne va pas nous tomber dessus, ou alors le cancer, moi ça ne va pas m'arriver, donc je ne vais pas me faire tester. Donc ouais, faut faire gaffe à ça. Et d'ailleurs, Morgane, je crois qu'il y avait un exemple avec les conducteurs de voitures que tu avais trouvé, non? Alors, c'est pas tout à fait la même chose, je crois, mais oui, on peut passer là-dessus. Alors, attends. Le fait de se sentir un peu supérieur aux autres. Oui, tout à fait. Ah oui, On peut quelqu'un mettre la slide. Ouais. qui t'a remarqué l'effet halo. Donc là, on peut demander est-ce que vous vous estimez bon conducteur dans les meilleurs, 25%, meilleur que la moyenne, donc au-dessus de 50%, moins bon que la moyenne, ou parmi les plus mauvais? Et en fait, donc je vous laisse vous faire votre propre avis sur la question, mais en fait, 90% des personnes se mettent soit dans la catégorie A, soit dans la catégorie B. 90% des personnes répondent qu'ils conduisent mieux que la moyenne. Ce qui est hautement improbable, en fait, rapport aux maths. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, on a un commentaire sur l'effet de halo. Mais c'est très juste, une surestimation de ses capacités, c'est aussi de l'ordre du biais. Et oui, la même expérience a été faite avec des enseignants, avec des entrepreneurs aussi. Et voilà, et ça, je veux dire, si on analyse un petit peu le truc, c'est pas tellement étonnant. Soi-même, on va faire de temps en temps des petites gaffes sur la route, 1 gaffe, 2 gaffes, 3 gaffes. Sauf que nous, en tant que conducteurs, à quoi est-ce qu'on assiste? Eh ben, on assiste à des centaines de milliers de personnes qui font 1 gaffe, 2 gaffes, 3 gaffes. Et du coup, là, il y a aussi un biais d'exposition. Donc, le biais d'exposition, le fait de prendre en considération, enfin, de tirer des conclusions par rapport aux informations qu'on a, auxquelles on est exposé, sauf qu'en fait, les informations auxquelles on est exposé, elles ne sont peut-être pas forcément exhaustives. On s'en sort pas, en fait. Sinon, juste un petit commentaire sur le effet d'halo dont on a parlé tout à l'heure. Il y a Mostra de Venise qui nous dit que les coachs de sport sont suivis que lorsqu'il s'agit de personnes musclées ou minces. C'est vrai. Surtout oui, musclées, je dirais, plus que minces. Oui, alors après, si on les suit sur Instagram, c'est pour d'autres raisons. Mais voilà, le fait de dire ouais, mais attends, là, ce diététicien, il est obèse. Ben, en fait, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'une personne soit obèse, des raisons de santé. Il y a des personnes qui n'ont pas la morphologie pour être mince. Est-ce que ça fait de cette personne une personne qui est moins à même de donner des conseils sur la nutrition alors qu'elle a étudié ça pendant 10 ans? On est là-dessus aussi. Non, c'est vrai. Et les exemples, il y en a pléthore. Tiens, une personne vieille est forcément plus sage. Oui, alors. C'est-à-dire tellement pas. L'âge crée plus de vieux que de sages. Hein. Non, c'est vrai. Sinon, une petite remarque aussi de Secanor. Je pense que certains biais, comme le biais de confirmation, touchent absolument tout le monde. Je pense qu'on sera d'accord avec toi. Totalement. Alors après, voilà, il y a certains troubles de la cognition qui fait que certaines personnes ne vont pas avoir les mêmes lectures du monde, mais avoir conscience de l'existence de ces conditions-là, ça change rien en fait qu'effectivement, c'est quasi universel. Et on peut le chérir parce que des choses universelles, il n'y en a pas tant que ça. Non, j'ai une autre remarque de Guigro 1 qui dit idem lorsqu'on se dit que quelqu'un s'est énervé trop vite dans le métro ou ne sourit pas. Peut-être qu'il a appris une mauvaise nouvelle, qu'il passe une mauvaise journée, etc. Est-ce que l'empathie et la remise en question peuvent aider? Absolument. Absolument. Vous êtes la combienième personne à votre avis à dire à cette pauvre caissière ou à ce pauvre caissier, mais enfin, vous devriez sourire. Bonne journée. Alors que c'est un métier nul en vrai. Ah, bah du coup, là, j'ai plein de questions. Mostra de Venise, toutes les personnes qui vont être au REC. Ah oui, non, en fait, c'est pas une question. Donc le REC, c'est les rencontres de l'esprit critique. À Toulouse. Ne risque-t-il pas d'être dans un biais de confirmation pendant 2 jours? Et si le sujet intéresse, du coup, au REC, j'aurai une conférence qui va parler de reboot cognitif et qui justement va parler des biais. Parce que je vais passer une grande partie de cette conférence à expliquer que justement, à partir du moment où on a des biais cognitifs, quelle que soit leur nature, en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est reconstruire par-dessus, mais on ne peut pas déconstruire
nos biais, on ne peut pas déconstruire nos constructions sociales, on peut uniquement reconstruire par-dessus des bases plus ou moins bonnes. Est-ce que ça sera en ligne, du coup, ta conférence ou... C'est une excellente question. Donc, tu n'as pas la réponse, c'est ça? Tu ne sais pas? Ou alors si ce sera visible sur Internet après? Surprise. Ok, bon bah... Je ne sais pas, je ne sais plus vous dire là si je suis dans une salle dans laquelle il y a des retransmissions. C'est possible, mais je suis plus sûr à 100%. Ok, bah suivez Vlad sur les réseaux sociaux pour être informé de ça. Et Morgane, oui, moi j'y serai aussi pour animer une conférence sur le traitement de l'information scientifique dans les médias et comment faire pour informer sans désinformer. Top. Donc, je parlerai de Briefscience aussi. Ça, c'est top. Alors, on peut enchaîner sur le biais d'ancrage, dont moi j'aimerais parler, que je trouve intéressant. On a une petite question pour les auditeurs, assez connue. Hop. Une première question, on vous laisse répondre en introspection chacun. Ne répondez pas dans le chat. Hein. Une baleine bleue mesure-t-elle plus que 49 mètres? Et ensuite, on enchaîne avec la deuxième question. Hop. Combien mesure, à votre avis, une baleine bleue? Moi, je connais la réponse, alors je te laisse la dire. On la dira après. Et donc, en fait, quand on pose ces questions à deux groupes, il y a un groupe, on pose la question, une baleine bleue mesure-t-elle plus que 49 mètres? Et ensuite, on leur demande combien mesure une baleine bleue. Et un autre groupe, on leur pose directement la question combien mesure une baleine bleue, sans ancrage, ce qu'on appelle un ancrage. Donc là, c'est le 49 mètres. On se rend compte que les gens, sans poser la question d'ancrage, on est à 30 mètres. La plupart des personnes répondent 30 mètres. Et en posant les deux questions, on arrive à 160 mètres. Donc il y a une différence de 30 mètres entre la moyenne des réponses données par les gens, selon qu'on mette un ancrage ou non. Donc c'est extrêmement puissant, en fait. Beaucoup utilisé en économie aussi, je crois. Et sur ça... Et donc la réponse était 25 mètres. Hein. Donc les personnes qui ont été influencées par l'ancrage étaient beaucoup plus éloignées de la vraie réponse que les personnes qui ne l'étaient pas. Et ce qui est marrant avec ce biais aussi, c'est que ça marche aussi avec les chiffres absurdes. En gros, si le point d'ancrage de départ, ça va être 20 cm, les gens ils vont te dire que la baleine bleue, elle mesure 20 mètres en moyenne. Et si tu donnes un point d'ancrage de 900 mètres, ben, la moyenne, j'avais vu que c'était 142 mètres. Voilà, c'est vraiment... Et d'ailleurs, juste, j'avais vu, astuce pour négocier, c'est que en gros, quand tu veux négocier ton salaire, ben, c'est mieux d'être le premier à donner un chiffre pour fixer le point d'ancrage, en fait. Et il ne faut pas hésiter à donner un chiffre précis, parce que comme ça, le point d'ancrage, il est plus puissant. Exactement. Voilà, on donne des petites astuces d'économie. Parce qu'on raisonne aussi par rapport à l'information qu'on a. Il y avait un exemple qui a été donné, c'était le premier prix qu'on indique sur un produit. Et en fonction qu'on dit ce produit, il est à 100 balles, prix fixe, ou en fonction qu'on dise il est à 105 balles, 25% de réduction. C'est pas mal, 25% de réduction, dis donc. Ouais, tu l'as pris plus cher, en fait. Donc, ça arrive que certains vendeurs modifient leur prix avant de mettre leur baisse dessus. Ce qui n'est pas très honnête, mais bon, si le capitalisme était honnête, ça serait. Dans le même genre, on a aussi l'effet d'amorçage. Alors, il faut que je revienne au début. Mais ça, juste une question, le point d'ancrage, c'est qu'avec un chiffre à chaque fois? Ouais, ça fonctionne qu'avec Non, ça peut être n'importe quoi. Ouais, ça peut être énormément de choses. Ça peut être des mots aussi. Une personne, en fonction que tu la rencontres pour la première fois, tu la rencontres, elle est de mauvaise humeur, elle est un peu énervée, ou tu la rencontres, elle est de super humeur. Bah, mais si tu la revois après, allez, monde parallèle, elle a exactement le même comportement. Bah, dans un cas, tu vas te dire, dis donc, elle est quand même beaucoup moins sympa que la dernière fois, ou dis donc, elle a l'air beaucoup plus calme. C'est juste, on a été exposé à une information et puis on en tire des conclusions par rapport à ça, et tout le reste de notre raisonnement, il est ancré, tout simplement. Donc là, autre exemple d'effet d'amorçage. Alors, on vous propose de répéter la phrase qui suit. Blanc, 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 blanc. Et ensuite de répondre à la question que beau la vache, et veut dire ce qui vous vient instantanément. De l'eau. Vous vont penser au lait.
à cause de l'effet d'amorçage blanc, alors qu'en réalité, la vache, comme tous les êtres vivants, boit de l'eau. Il est très rigolo, celui-ci. Il est Non, très mais rigolo. quand je l'avais testé, j'avais pensé au lait aussi direct. Je vais pas Oui, mentir. oui. Non, mais En fait, on évidemment, peut pas s'en empêcher, quoi, ça vient tout de suite. c'est ça, je fais mon show, mais ne pensez pas à un chat, quoi. C'est ça. Sinon, on a des questions. Une question de Doisia. Le fait de prêter une intention à un comportement, c'est un biais cognitif? Point d'interrogation. Il fait X, donc il voulait Y, et donc c'est un salaud. Bah oui, parce qu'encore une fois, on n'a pas accès à l'intégralité des informations. Donc tirer des conclusions par rapport à des informations parcellaires, bon bah ok, c'est ce qu'on fait en sciences toute la journée, mais ça ne veut pas dire que la conclusion sera bonne, quoi. Justement, il faut essayer de comprendre les comportements les uns les autres pour essayer de vivre en société de manière un petit peu plus apaisée. Et puis c'est Canor qui nous demande, est-ce que tous les biais cognitifs sont réellement mauvais ou certains peuvent avoir des effets positifs, par exemple les stéréotypes? Voilà. Alors, très souvent, même les stéréotypes positifs, déjà, on en souffre. Parce qu'un stéréotype positif, socialement, c'est aussi une injonction. Ouais. J'en ai en tête. Les Asiatiques sont bons en maths. Voilà, ou les Noirs savent bien danser. Voilà, les gays savent bien s'habiller. Ouais. Il y a énormément de stéréotypes qui, a priori, ont l'air d'être positifs, mais qui, en fait, placent sur nos épaules, à toutes et à tous, des injonctions qui sont redoutables. Voilà, un homme, c'est fort. Donc, au final, il n'y a pas de bons stéréotypes, quoi. C'est ça que tu nous dis. Bah, je pense pas, parce que je pense qu'il faut savoir traiter les gens pour ce qu'ils sont, et pas pour ce que les stéréotypes nous disent qu'ils sont. Et puis, il ne faut pas non plus faire de trucs de réduction à la moyenne. C'est pas parce qu'effectivement, il y a certains stéréotypes qui se rencontrent souvent et qui sont souvent vrais, que forcément la conclusion, c'est qu'il est toujours vrai. Ça, c'est hyper important. Je veux dire, les personnes qui produisent de la testostérone sont en moyenne plus grandes et plus fortes que les personnes qui n'en produisent pas, je veux dire par supplémentation ou par naissance. Oui, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que la personne qui produit de la testostérone et qui est la plus forte sera plus forte que la personne qui n'en produit pas et qui est aussi la plus forte. Juste par rapport au biais d'amorçage, il y a quelqu'un qui nous demande, Audney, si ça fonctionne aussi avec l'utilisation d'un champ lexical, au lieu de juste écrire blanc, 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 blanc. Ah, alors oui. Ouais, il y a plein d'exercices comme ça. Moi, j'avais vu aussi que si on posait des questions, par exemple, ok, quelle est la première réponse qui te vient à l'esprit sans réfléchir? Et tu dis, quelle est la couleur d'un os? Quelle est la couleur de la crème chantilly? De la neige, du coton? Et après, que boit la vache? Bah, tu vas dire blanc aussi. Ah, c'est rigolo. Ensuite, Cosinus44 qui nous dit les biais cognitifs ne seraient-ils pas surestimés? Exemple extrême, si je ne regarde plus les théories de la Terre plate, ce n'est pas un biais de confirmation, mais la confirmation qu'elle est ronde n'est plus à discuter. Mais que la confirmation qu'elle est ronde n'est plus à discuter, pardon. N'est-ce pas le cas plus souvent qu'on ne pourrait le penser? Alors, attention. Attention, parce qu'un biais cognitif, c'est aussi, comme on disait, un raccourci de pensée. Là, biais cognitif par rapport à la Terre plate, ce serait plus de me dire, bon bah là, je marche sur le sol, il est plat, mais je sais que la Terre n'est pas plate. Je sais très bien que la Terre est un patatoïde. Là, il y a aussi, là, on entre plus dans un autre type de biais qui est la pensée hypercritique. C'est pas exactement un biais. On est plus dans du paralogisme. La pensée hypercritique, ce serait le fait justement, au contraire, de tellement douter d'absolument toutes les informations qu'au final, on n'accepte plus rien, on ne tient plus rien pour vrai ou à minima à peu près vrai. Et en fait, du coup, c'est un point mort de la connaissance et c'est un point mort de la science, quoi. Donc là, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment parler de biais, peut-être, mais je serais plus prudent sur la question. En tout cas, encore une fois, même si une information, on l'a à cause d'un biais, je veux dire un truc immédiat, c'est pas forcé que la conclusion va être fausse. Ça veut rien dire. Dans la plupart des cas, si je vois une personne m'accoster en souriant,
Bon, bah, mon premier réflexe, c'est de me dire, tiens, elle est de bonne humeur, elle est contente de me voir. Bon, bah, la plupart du temps, ça se vérifie. C'est pas parce qu'il y a 3-4 personnes qui sont hypocrites ou qui sont obligées de mentir pour des raisons sociales et qui n'ont pas envie qu'on sache qu'elles aillent bien, que dans la plupart des cas, ce sera faux. Oui, c'est un raccourci, ça n'est pas forcément vrai, mais souvent ça l'est. Hein, il y a aussi ça dans le biais, c'est que c'est pas rare que en fait, la conclusion qu'elle nous donne, elle ne soit pas mauvaise. Juste, il y a Sekanor qui réagit sur sa question sur est-ce que tous les biais sont mauvais. Puis qui disait je posais la question parce que je pense qu'à un certain degré, les stéréotypes peuvent être utiles pour comprendre le monde, même s'ils peuvent avoir bien des effets négatifs quand ils sont mal appliqués. Parce que notre cerveau fonctionne par cases et qu'un stéréotype, c'est le fait de mettre des choses dans des cases. Bon, bah, il y a certaines choses qui ne sont pas bien dans cette case-là. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais pour raisonner en première intuition, de toute façon, même si on essayait de se mentir, non, ces cases, on les a. Il faut essayer de penser un petit peu contre nous-mêmes. Mais bon, bah, ces cases, voilà, elles sont là. Et encore une fois, il y a certaines cases qui peuvent nous sauver la vie des fois. Okay. Une autre question de Doisia. Les biais cognitifs ne sont-ils pas des raccourcis pour éviter de devoir analyser et réfléchir en continu sur tout ce qu'on fait? Ouais. Oui. Oui, bah, parce que c'est épuisant. Et il y a des fois où juste on ne peut pas avoir son cerveau qui est dans une réflexion active en permanence. Et on est obligé des fois aussi d'avoir le cerveau dans une réflexion passive. Et puis il y a des personnes avec lesquelles on sent plus ou moins confiance pour ne pas non plus être dans une réflexion intense. Il y a certaines personnes où voilà, je sais que j'ai pas trop confiance des fois quand elles me donnent certains types d'informations. Bon, là oui, je vais activer mon cerveau, je veux dire le mettre en mode un peu actif. Et il y a certaines personnes, globalement, je leur fais confiance, on se connaît depuis longtemps, on est dans une relation de confiance saine. Et puis bon, là oui, effectivement, je vais être beaucoup plus. Ça fait penser à la théorie de Daniel Kahneman, psychologue, qui a un peu formalisé tout ce qui est en rapport avec les biais cognitifs, donc sur le système 1, sur le système 2 du cerveau. Kahneman, ouais. Il explique qu'on a deux modes de pensée. Donc le système 1 est automatique, incontrôlable, il se met en place par association d'idées. Et le système 2, il est calculateur, on prend le temps, et ça demande plus d'énergie de réfléchir. Et donc les biais cognitifs sont tous associés au système 1, qui est le mode de pensée plus rapide. Et il y a ce qu'on appelait avant le cerveau reptilien. Ça, on en est revenu, c'est plus du tout comme ça qu'on appelle ça. Mais oui, il y a encore cette idée de réflexion à plusieurs vitesses. Est-ce qu'il y en a que deux? Je ne pense pas, mais en tout cas, il y a cette base qui est immédiate et à laquelle on ne peut pas grand-chose, en fait. Et il y a la surcouche qu'on met par-dessus. Ouais. On peut peut-être parler du biais des coûts irrécupérables, qui est assez intéressant. Donc, si vous avez le choix entre passer un week-end au ski que vous avez programmé depuis de longues dates et que vous avez payé peut-être 100 € le billet, ou passer un week-end Netflix parce que vous vous sentez pas bien et que finalement vous n'êtes plus trop sûr que vous avez envie d'aller au ski, qu'est-ce que vous allez privilégier? Aller au ski ou rester à regarder des séries sur le canapé? Et la plupart des gens vont quand même aller au ski, même s'ils sont à moitié malades et qu'ils savent qu'ils vont passer un mauvais week-end. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis de l'argent en jeu. Et donc, on a du mal à revenir sur les décisions qu'on a prises dans le passé. Ce qui est complètement irrationnel, parce que la personne, dans cet exemple-là, la personne n'est pas forcément dans l'hésitation de se dire « Ouais, mais peut-être qu'au ski, je vais bien m'amuser. » Non, elle sait qu'elle va passer un week-end pourrissime. Pour autant, ouais, mais non, je vais y aller parce que j'ai payé, j'ai engagé du temps, j'ai engagé de l'argent. Oui, mais en fait, là, tu vas juste engager plus de temps et plus d'argent au lieu de juste te dire « J'arrête là. » Et il y a aussi ça, il y a aussi ce biais chez les parieurs. Des paris, bon, voilà, on parie 1 €, 2 €, 3 €. Là, j'en ai un très, très, très. Voilà. 1 €, 2 €, 3 €, ça va. C'est pas grave si on perd 3 €. Si on perd 100 balles, là, les gens, au lieu de se dire, bon, non, j'arrête, ce qui serait rationnel, vont se dire, ouais, mais non, j'ai trop engagé, il faut que je continue. Ben non. Et on a ça dans énormément de cas. Voilà, biais des coûts irrécupérables. Le fait de se dire, j'ai engagé trop de choses, et ces choses que j'ai engagées sont une bonne raison pour engager plus. Quand on le dit comme ça, ça a l'air complètement irrationnel. Et pour autant, c'est un biais qu'on a absolument tous.
Et du coup, il y a Dosia qui donne un exemple qui est vraiment sympa. Quand on attend le bus, ça fait 30 minutes que j'attends et je veux pas partir maintenant. Ça nous est déjà tous arrivé. Puis tu sais qu'il va pas venir, mais tu te dis non, mais j'ai pas fait tout ça pour rien quand même. Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, si j'étais parti il y a une demi-heure, je serais déjà arrivé chez moi. Donc je veux pas que ce temps il soit perdu là. Mais donc, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut se dire alors? Il faut se dire bon, bah tant pis, si on a perdu du temps, si on a perdu de l'argent, ce qui compte, c'est comment on peut rattraper la situation. Il faut Alors, en fait, accepter de laisser aller en fait. c'est du Oui, cas mais par peut-être cas. que tu te sentiras encore plus mal après si tu fais pas finalement ce que tu avais prévu de faire. Ouais, mais c'est aussi du cas par cas. Parce que certes, c'est possible, si tu décides de partir et de rentrer chez toi à pied, que le bus te passe à côté sur la route. C'est possible. Mais, pour autant, juste se dire, j'aurais peut-être dû partir avant, et ça serait pas arrivé. Mais il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Il faut juger au cas par cas, justement par rapport aux informations qu'on a. On n'est jamais sûr. Et on peut finir sur un petit biais qui s'appelle le biais du survivant. Ah, celui-là, je l'adore. On a un petit exemple. Alors attendez, juste avant, parce que j'ai une question de Johanna sur les billets des coûts irrécupérables, donc autant la poser, qui nous demande si ce biais-là, il est facile à faire comprendre à ses auditeurs, auditrices, quand on a décidé d'annuler un format d'émission. Là, c'est vraiment du gros cas par cas. Ouais. Là, j'ai pas de réponse. Quand on annule peut-être, ou il faut demander aux chanteurs, chanteuses, quand ils annulent un concert, est-ce qu'on peut faire comprendre ça au public? Ah oui, mais alors là, c'est encore un petit peu pervers dans ce sens-là. Parce que là, la décision de l'annulation, elle ne vient pas de la personne qui s'est engagée. C'est-à-dire, si j'ai engagé du temps, de l'argent, etc., dans un concert et que le concert il est annulé, je ne peux pas considérer que c'est de ma faute si le concert a été annulé. C'est aussi ça le truc des coûts irrécupérables. Si j'ai engagé 100 balles dans cette partie de casino et que je décide d'arrêter maintenant, c'est 100 balles que j'ai perdues par ma faute. Si je décide de ne pas aller au ski et que j'ai dépensé de l'argent et du temps dans ce billet, si j'y vais pas, c'est de ma faute. C'est aussi ça la grosse difficulté. Tandis que si c'est il y a un week-end au ski qui est organisé, je préférerais rester chez moi pour regarder Netflix et qu'on me dit finalement il est annulé. Et ça nous arrivait à tous, hein, une soirée annulée où on s'est dit ouais. C'est pas la même chose parce qu'il n'y a pas la même implication. Alors oui, le coût est irrécupérable, c'est vrai, mais au moins il n'y a pas l'engagement moral et social du truc, quoi. Alors, on peut revenir au biais du survivant qu'on va afficher. Tu l'as en tête, ça, Vlen? Non, pardon, je viens de lire un commentaire et comme je suis un giga beauf, ça m'a fait rire. Ouais, Oui, je l'ai vu aussi. je m'attendais à ce que tu donnes cet exemple-là. Je trouve que c'est le plus parlant. Alors, tu peux expliquer? Je prends la main là-dessus. D'accord. Bon, alors voilà. Admettons, vous êtes ingénieur. C'est la guerre. Vous avez vous avez les avions qui reviennent que vous pouvez étudier et vous remarquez que là où il y a les plus souvent des impacts de balles, c'est sur les endroits que vous voyez sur ce schéma-là. Vous êtes ingénieur, vous devez renforcer l'avion. Bon, vous ne pouvez pas le blinder parce que sinon il ne vole pas. Et pour un avion, c'est quand même dommage, rapport au fait que c'est le but. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez avoir le plus envie de consolider quand vous regardez ça? Bon, vous pouvez répondre si vous voulez, mais je vais vous donner la réponse. La plupart des gens qui regardent ce truc vont se dire on va consolider la queue, on va consolider les bouts des ailes. Pourquoi on consoliderait le cockpit, qui est la partie qui revient systématiquement intacte? Justement parce que c'est la partie qui revient systématiquement intacte et que peut-être si cette partie revient jamais endommagée, c'est que si elle est endommagée, l'avion il revient pas. Ah oui, ok. Et ça, c'est le biais du survivant. C'est aussi le biais qu'on a dans tous les délires de self-made man. Ouais, moi, j'ai créé mon entreprise, je suis parti de nulle part et j'ai réussi. C'est bien la preuve qu'on peut. Ouais, on peut, mais pour toi qui as réussi, combien de centaines de milliers de personnes qui ont échoué? Et lui, c'est le survivant. Les seules personnes, par définition, qu'on peut écouter,
où les seuls éléments qu'on peut analyser, c'est par définition ce qui arrive jusqu'à nous. Ces avions qui ont pu revenir, malgré leurs ailes endommagées, s'ils peuvent revenir malgré leurs ailes endommagées, c'est peut-être que cette partie-là, ça va. Elle est suffisamment solide pour permettre à l'avion de revenir. Pas le cockpit. Oui, biais du survivant, si moi-même j'ai pu, tout le monde le peut parce que insérer un argument fallacieux ici. Parce que souvent, en plus de ça, par-dessus, il y a de l'erreur fondamentale d'attribution. Moi, j'ai réussi grâce à moi. Non, tu as peut-être réussi parce que tu es arrivé au bon moment avec la bonne idée que tu as eue parce qu'une autre personne qui, elle, a échoué, t'a soufflé l'idée, c'était même pas ton idée, en plus tes parents sont riches, et puis en plus t'es blanc, et en plus... Exactement. Alors, ça fait 1 heure qu'on discute des biais cognitifs. On va devoir mettre fin à cette émission, d'autant plus qu'il y a le débat présidentiel qui va bientôt commencer et que je suis sûre que certains de nos auditeurs vont aller le regarder. On a un autre commentaire sur mon masque. Alors, pour cet exemple d'avion, même en prenant en compte que certains avions ne reviennent pas, est-ce que ça donne vraiment les bonnes infos sur la carlingue? Ils auraient pu juste avoir de la chance. Alors, ils auraient pu juste avoir de la chance, mais il y a la chance, il y a le fait que ces avions-là reviennent, il y a ça, et c'est justement la multiplication de tout ça qui fait qu'à la fin, on peut se dire, voilà, a priori, si on compte qu'eux, ils sont revenus, malgré ça, malgré la chance, malgré la guerre, malgré la... oui, voilà. Tandis que dans aucun cas, le cockpit n'est revenu endommagé. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Dans aucun cas ou dans très peu de cas. Donc, c'est que le cockpit, c'est vraiment ça qui est important. Si, malgré la multiplication des facteurs, le cockpit revient en bon état, c'est cette conclusion-là aussi. Enfin, là, c'est pour cet exemple-là. Mais le vrai truc du biais du survivant, le vrai truc à comprendre, au-delà de cet exemple, somme toute assez trivial, c'est le fait que les seules conclusions auxquelles on peut parvenir, c'est sur la base des informations qu'on reçoit. Et les informations qu'on reçoit, c'est toujours les informations qui ont réussi à survivre jusqu'à nous. Pas d'autres questions? Non, on a juste des gens qui nous remercient. Merci à vous d'avoir assisté. Oui, merci à vous de nous avoir posé les questions. Et surtout, merci à toi, Vlad, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Du coup, on va terminer là-dessus. Donc, on aura une émission le mois prochain. On ne sait pas encore sur quel sujet, puisqu'on va vous faire voter sur 2 sujets au choix. En tout cas, faire voter les abonnés. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne le sont pas encore, de vous abonner à Brief Science, à la chaîne ou aux médias. Dans ce cas-là, c'est un abonnement payant, mais vous avez un essai gratuit de 3 mois possible. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous.